Bonsoir donc. Merci tout d'abord d'être venu malgré les conditions difficiles de transport. J'avais peur qu'on soit en petit comité, mais non. Donc j'en suis ravi. Merci à l'intervenant aussi d'être venu malgré les conditions difficiles de transport. Et donc, eh bien, on va continuer donc ce cycle sur les exoplanètes et sur ce concept d'habitabilité. Donc, comme pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'en vois un certain nombre. Donc, on a vu donc les astrophysiciens trouvent des exoplanètes en nombre assez important. Donc, les exoplanètes, ce n'est pas un phénomène exceptionnel, ça paraît relativement banal. Et en plus, ils cherchent évidemment ce qu'on appelle une exotère, donc une exoplanète qui serait analogue à la Terre, donc d'une masse ou d'une taille à peu près comparable, et qui serait dans une zone qu'on appellerait habitable, qui serait donc dans la zone habitable de leur étoile, à une bonne température, ni trop loin, ni trop près de son étoile, et qui pourrait éventuellement donc abriter une forme de vie. Donc c'est un peu la quête en ce moment des chercheurs, des chasseurs d'exoplanètes. Et donc, on a trouvé des exoplanètes depuis 1995. Donc, la première exoplanète trouvée par Michel Mayor et Didier Queloz, que nous verrons donc la dernière conférence. On a trouvé des exoplanètes telluriques, donc solides. On a trouvé des exoplanètes qui ne sont pas tellement plus grosses que la Terre. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé d'exoplanètes qu'on ait pu qualifier d'habitables, entre guillemets. Mis à part, il y a une dizaine de jours, donc, où une équipe américaine donc, qui regardait à Hawaï par le télescope a donc trouvé une planète, une exoplanète qui est à peu près 3 fois la masse de la Terre, qui est proche d'une naine rouge qui s'appelle Gliese 581 et que ces astrophysiciens ont peut-être qualifié un peu rapidement d'exoplanète dans une zone habitable. Vous savez qu'il y a une compétition un peu forte donc, pour annoncer les découvertes. Et bon, donc ça c'est un peu discutable dans la mesure où en plus où cette exoplanète effectivement est pas très loin de l'étoile, dans une zone qu'on pourrait qualifier d'habitable, mais qu'en plus elle monte toujours un peu comme la Lune avec la Terre, elle monte toujours la même face à son étoile. Donc voilà, il faut encore travailler certainement sur les données qu'on a sur cette exoplanète pour savoir si elle est dans une zone habitable ou pas. Mais ce concept, on l'a vu la semaine dernière avec Jean-Pierre Bibring, pardon, qui m'en excuse, de habitabilité est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Jean-Pierre Bibring nous a expliqué que la zone habitable, ce n'est pas forcément seulement une question de distance à son étoile. Donc, on va continuer sur ce thème de la vie. Est-ce qu'il existe une autre forme de vie dans le système solaire ? Et donc, ça nous permettra en même temps de définir un peu qu'est-ce que ça pourrait être une exoplanète qui puisse abriter de la vie ailleurs dans l'univers, dans la mesure évidemment où pour l'instant la seule forme de vie qu'on connaît c'est celle qui est sur notre planète, et donc on fait référence par rapport à ce qu'on connaît. Voilà, donc aujourd'hui nous allons donc accueillir Hervé Cotin. Donc comme d'habitude vous aurez 1 heure de conférence et ensuite vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Merci, bonne conférence. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord, pour commencer, remercier les organisateurs de ce cycle de conférences de m'avoir invité. Donc le thème de ce cycle, c'est Nouvelle Terre en vue. Et aujourd'hui, moi, je vais plutôt vous parler pas d'une nouvelle Terre qu'on serait en train de découvrir, mais plutôt de se concentrer sur une Terre qu'on connaît bien, la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'avant de se poser la question de savoir si la vie a pu apparaître ailleurs que sur la Terre... Non, je continue ? Ah, pardon. Ok. Donc, avant de se poser la question de savoir si la vie a pu apparaître ailleurs que sur la Terre, il faut chercher à comprendre comment est-ce que la vie est apparue sur notre planète, sur la Terre, puisque à ce jour, c'est le seul exemple de vie qu'on ait. Donc, vous avez eu peut-être certains l'occasion d'entendre Jean-Pierre Bibring la semaine dernière, qui est astrophysicien, qui vous a parlé en grande partie de Mars. Vous entendrez parler d'autres collègues astrophysiciens dans les semaines qui viennent. Moi, je suis un petit peu
je dirais pas à part, puisqu'on travaille ensemble, mais je suis chimiste de formation. Je travaille dans un laboratoire où on fait principalement de la chimie de l'environnement terrestre, mais aussi de la chimie d'environnement extraterrestre. Et je vais essayer de vous montrer ce soir en quoi est-ce qu'un chimiste peut essayer de répondre à ce genre de questions. Alors donc voilà, on va démarrer sur un endroit qu'on connaît bien, la Terre. Si on était dans un vaisseau spatial, ou si on était sur une exoplanète en train d'observer la Terre, la question qu'on peut se poser, c'est tout d'abord se demander qu'est-ce qui, avec des observations, nous permettrait de dire qu'il y a de la vie sur la Terre. C'est un peu la question de départ avant nous de se poser la question de savoir si on serait capable de la détecter ailleurs. Il y a plusieurs éléments. On vous en a parlé un petit peu en introduction de cette conférence. Il y a la distance à l'étoile. Alors pourquoi est-ce que la distance à l'étoile, c'est un élément important? Parce que ça permet de maintenir éventuellement de l'eau à l'état liquide à la surface de la planète. Et ça, c'est un élément essentiel pour la vie terrestre. On a besoin d'eau liquide pour fonctionner. On pense qu'on a eu besoin d'eau liquide pour que la vie puisse apparaître. Et on a tendance à extrapoler, alors peut-être un petit peu vite, mais cette idée c'est dire que eau liquide égale forcément de la vie. Alors qu'il n'y a aucune raison d'extrapoler aussi rapidement cette hypothèse, mais en tout cas, c'est ce travers qu'on peut avoir à l'heure actuelle, chercher l'eau liquide et l'associer assez rapidement à la présence de vie sur la planète. Alors qu'il n'y a rien d'évident, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Il faut bien préciser la présence d'eau liquide, parce que l'eau, c'est une molécule, H2O, qui est extrêmement abondante dans l'univers. C'est quasiment la plus abondante après l'hydrogène moléculaire, H2, la molécule. Je ne parle pas d'atomes, je parle de molécules, donc association de plusieurs atomes. La molécule la plus abondante dans l'univers, c'est l'eau, après l'hydrogène. Et elle existe soit sous forme de glace, soit sous forme de vapeur. Mais à l'heure actuelle, d'environnement connu, avec de l'eau liquide stable à la surface, ça n'existe que sur Terre. En tout cas, on ne connaît pas d'autre endroit où avoir un verre d'eau comme ça posé à côté de soi, ce soit possible. Donc ça, c'est un élément essentiel, et donc on va regarder et on va essayer de comprendre pourquoi. Je vais vous parler aussi d'exobiologie. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'exobiologie, si c'est un mot qui vous est familier. On entend aussi parler parfois d'astrobiologie. Alors j'ai mis la définition ici. Si on se prend au jeu de la terminologie, on voit exo, on voit biologie, et on va conclure biologie, la vie, exo en dehors, à l'extérieur. Donc c'est chercher la vie à l'extérieur de la Terre. Et c'est pas exactement ça, ce n'est pas en tout cas seulement ça, parce que ça serait un peu partir à la pêche de formes de vie dont on n'est même pas sûr qu'elles existent. En fait, l'exobiologie, de manière plus générale, c'est de comprendre la vie dans l'univers, les conditions qui permettent son apparition. Et donc le premier regard d'un exobiologiste, ça va être vers notre planète. Donc qu'est-ce qui a permis à la vie d'apparaître sur la Terre? Qu'est-ce qui fait que pour l'instant c'est un environnement aussi particulier? De manière plus générale, on se dit, avant que la vie puisse apparaître, on n'a pas une cellule, un organisme vivant qui apparaît ex nihilo comme ça tout d'un coup. C'est le résultat d'une longue, alors je dis longue, qu'est-ce que ça veut dire long? Je vais vous en dire aussi quelques mots. En tout cas, d'une longue évolution chimique de complexification de matière organique. Alors, ce qu'on appelle la matière organique, ce sont des molécules qui sont basées sur l'atome de carbone. Et donc, vers l'évolution de ces molécules vers des structures complexes. Alors, on peut faire un petit peu ce petit schéma. Qu'est-ce qui conduit à l'association de petites molécules très abondantes dans des atmosphères planétaires vers des molécules qui sont un peu plus élaborées? Et puis là, j'ai mis une molécule d'ADN, donc une molécule extrêmement importante pour le fonctionnement de la vie sur Terre, extrêmement complexe aussi. Est-ce que c'est déjà vivant, une molécule d'ADN? On pourra se poser la question. Et ensuite, vers des systèmes plus évolués. Donc voilà, l'exobiologie, c'est une science. Alors, c'est une science interdisciplinaire. Il n'y a pas d'exobiologiste. On est d'abord soit biologiste, soit chimiste, soit astrophysicien, et on met ses connaissances au service de ces questions qui relèvent de l'exobiologie. Et donc depuis un an, il y a une société qui s'appelle la Société française d'exobiologie qui a été créée, et je vous en reparlerai à la fin de cette conférence si je déborde pas trop. Donc voilà, je vous ai dit, je suis chimiste.
Vous avez déjà vu ce type de tableau, je pense. Alors, est-ce que ça vous a fait faire des cauchemars ou pas? Ça, c'est chacun a son opinion là-dessus. Mais bon, c'est une vision un peu neutre, structurée de comment les éléments chimiques s'organisent. C'est un peu avec ça que moi, je travaille tous les jours. Ça, c'est la chimie vue par les astrophysiciens. C'est plus simple. Pourquoi est-ce que c'est plus simple? Parce que sur cette table, on a représenté en fait la taille des cases en fonction de l'abondance des éléments dans l'univers. Et donc vous voyez que pour un astrophysicien, la chimie c'est simple, c'est quasiment qu'une histoire d'hydrogène et d'hélium, puisque si on fait la somme de l'abondance en nombre d'atomes d'hydrogène et en nombre d'atomes d'hélium, on a déjà plus de 99% de l'univers. Donc si on peut se dire, si on a compris 99% de l'univers, on a quasiment tout compris. Eh bien non. Puisque la vie, c'est toujours beaucoup d'hydrogène, mais si vous prenez n'importe quelle cellule vivante et que vous faites un peu le bilan en éléments de ces cellules, vous voyez qu'il y a certes beaucoup d'hydrogène, il y a aussi beaucoup d'oxygène, beaucoup de carbone, donc très enrichi par rapport aux abondances standards qu'on trouve à l'état naturel dans le cosmos, et un petit peu d'azote. Une précision avant que je continue, et c'est pour ça que j'ai mis ces petits dessins, c'est rechercher la vie ailleurs, c'est pas forcément rechercher des extraterrestres avec qui on pourrait tout de suite discuter, entretenir de relations technologiques, commerciales, enfin bon, ou belliqueuses, enfin ce sont les images qui sont véhiculées dans la science-fiction. On parle souvent de petits hommes verts, moi j'ai mis une petite grenouille verte, ça serait pas mal de rencontrer des petites grenouilles oranges sur une autre planète, mais bon, la plupart de la diversité du vivant sur la Terre se trouve sous forme de bactéries. Et donc, faut peut-être pas oublier ça. Qu'est-ce qui serait une signature de vie sur une autre planète? On peut s'attendre à recevoir des messages si on a une civilisation extraterrestre développée, mais si la planète est colonisée par des bactéries, ça serait déjà formidable, on aurait détecté la vie, mais comment est-ce qu'à distance, on serait capable de détecter des bactéries à la surface d'une planète? Et bon, j'ai mis un arbre aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les plantes sont des organismes vivants aussi. Donc voilà les problèmes auxquels on est confronté. Et un autre problème essentiel, c'est déjà se dire qu'est-ce que c'est que la vie. Qu'est-ce qu'un organisme vivant? Alors ça va de soi. Je vous vois, je me dis, vous êtes vivant, n'importe quel... être vivant sur Terre, être humain regarde une structure, va pouvoir se dire oui, ça c'est vivant ou pas. Ça relève d'une évidence. Alors, il y a des définitions dans les livres de biologie qu'on va trouver, mais ces définitions font en fait une liste des propriétés du vivant tel qu'on le connaît sur Terre. Par contre, si on se pose la question de la vie ailleurs, et pour répondre à cette question de la vie ailleurs, se poser la question de l'origine de la vie sur la Terre, à partir de quand on peut considérer qu'il y a eu la vie sur la Terre, on est obligé d'élargir un petit peu. Et là, il n'y a pas vraiment d'accord dans la communauté scientifique. Si vous demandez une définition à un biologiste, à un chimiste, à un géologue, à un physicien, à un philosophe, chaque discipline et même chaque individu dans chaque discipline va vous proposer des définitions un petit peu différentes. Alors ça fait des colloques passionnants, mais ça ne nous simplifie pas la tâche. Une définition qui requiert, je dirais, un minimum de consensus dans la communauté, c'est celle que je vous propose là. C'est qu'un organisme vivant, ça serait une structure qui a la capacité de produire des copies d'elle-même sans perdre de l'information. Et le paramètre fondamental, c'est que de temps en temps, quand elle crée des copies d'elle-même, elle commet des erreurs, des mutations, ce qui lui permet d'évoluer. Alors les termes importants dans cette définition, c'est déjà le mot structure. Un biologiste va vous parler de cellules, un chimiste, moi par exemple, je parlerai de molécules peut-être. Là, on laisse ça au sens très large, une structure, sans trop se mouiller sur ce que ça pourrait être, le support de la vie, des fois qu'on se tromperait. On pourrait toujours être amené à se promener. Produire des copies d'elle-même sans perdre de l'information. L'information, ce qu'il y a sous-entendu dans l'information, c'est que c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a une structure qui a une certaine complexité qui permet de coder un petit peu d'informations et se répliquer, faire des copies d'elle-même et de temps en temps se tromper.
Et si vous regardez cette définition, c'est un peu ce qui se passe pour la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, c'est une molécule qui se copie, crée des copies d'elle-même, et de temps en temps, en se copiant, elle commet une erreur. Et c'est la base de l'évolution telle que l'a décrite Darwin. Donc voilà, on va partir de là. On pourra en discuter à la fin si vous avez des questions, mais on va rester dans cette définition plutôt large, un peu floue, qui ne satisfait d'une certaine manière personne, mais qui est un consensus de départ. Et pour répondre à la question de l'apparition de la vie, il faut essayer de comprendre ces évolutions de petites structures à des structures de plus en plus évoluées. Et comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que là, c'est déjà vivant? Certains vous diront oui, d'autres vous diront non. Moi, je me dis, effectivement, si on a une molécule comme l'ADN, on peut considérer que déjà, on a quelque chose qui est quasiment vivant. Après, il suffit de laisser le temps à l'évolution de jouer son rôle. Alors, certaines personnes vont dire qu'il faut une membrane autour, puisqu'effectivement, il faut protéger d'une manière ou d'une autre cette structure vivante. Et donc, alors, est-ce qu'on inclut la membrane, la protection dans la définition? Ce sont un peu des nuances qui vont être apportées par certains. Alors, l'apparition de la vie, ça serait une erreur de penser que de tout temps, les hommes se sont posé la question de savoir comment la vie est apparue sur la Terre. Au contraire, pendant très longtemps, ça a été quelque chose de très simple. Et à titre d'illustration, je vous donne cet exemple qui est une expérience qui a été réalisée par un chimiste, alchimiste. À l'époque, il n'y avait pas trop de frontières bien strictes entre les sciences et les pseudosciences, on peut dire comme ça. Mais enfin, Van Helmont, qui était donc un chimiste hollandais au XVIIe siècle, pour expliquer l'apparition de la vie sur la Terre, avait réalisé l'expérience suivante. Il avait pris une espèce de gros amphore. Dans cet amphore, il avait mis des céréales séchées, il avait empilé des linges, des habits, des vieux habits, et il avait recouvert ça d'une couverture, il avait mis ça au fond d'une grange, et il était revenu quelques jours après, et il avait créé la vie, puisqu'il avait des souris. La question était réglée. Alors, ça nous fait rigoler. On pourrait se dire, ce Van Helmont, il n'était pas trop sérieux. Il fait partie de la communauté scientifique qui se posait des questions tout à fait légitimes à cette époque, mais qui se disait, la vie, c'est quelque chose de naturel, ça apparaît spontanément. On parlait à l'époque de génération spontanée. Et ce qui, pour nous, est de manière assez évidente, on se dit, les souris, elles viennent de l'extérieur, on ne les a jamais empêchées de rentrer à l'intérieur du récipient et sont venues parce qu'elles avaient à manger et pouvaient faire leur portée là. Ça nous paraît évident. À l'époque, non. Cette interprétation ou l'interprétation de la génération spontanée de la vie, c'était équivalent et voilà, on ne se posait pas de questions, la vie apparaissait de manière spontanément, il n'y avait pas de séparation entre le monde minéral, végétal, il y avait des oies qui naissaient sur des arbres, et voilà, on parlait de cette génération spontanée. Alors après, bien sûr, on s'est rendu compte que les souris venaient de l'extérieur, c'était une contamination, mais avec la découverte du microscope, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de petites bactéries, des êtres microscopiques. Et là, on avait beaucoup de mal à faire la part des choses de ce qui était la contamination, parce qu'on arrivait à voir ces bactéries à partir du moment où elles formaient des colonies, et pas au niveau individuel. Et on se disait, d'accord, la génération spontanée, ce n'est pas des souris ou des éléphants qui apparaissent spontanément. La génération spontanée, c'est plutôt au niveau des bactéries. Et par chance, on pourrait dire, Darwin avait fait un petit peu de boulot, avait proposé sa théorie de l'évolution, et on se disait, au XVIIIe, XIXe siècle, il y a génération spontanée, pas au niveau des souris, mais au niveau des bactéries, et l'évolution conduit à ces bactéries à évoluer pour former des organismes macroscopiques et expliquer la diversité du vivant qu'on a à l'heure actuelle. Ça a pu durer jusqu'à ce que quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Pasteur, Louis Pasteur, montre que la génération spontanée n'existait même pas au niveau des bactéries, tout simplement parce qu'il a réussi à faire des enceintes complètement stériles
Et dans ces enceintes stériles, il n'y avait pas de bactéries au début, il n'y avait pas de contamination et il n'y avait pas de prolifération bactérienne. Donc, pas de génération spontanée, c'est quelque chose donc, qui date plutôt du 19e siècle, et cette question de l'origine de la vie date plutôt de là. Alors, il n'y a pas eu énormément d'idées avancées pour expliquer cette origine de la vie, jusqu'à l'apparition de cet ouvrage. Alors, je laisse le temps aux personnes qui sont capables de lire le russe, de décrypter le titre du livre. Je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un peut lire ce qu'il y a écrit sur la couverture. Donc, c'est un livre qui a été écrit en 1924 par un scientifique qui s'appelait Oparin et qui s'appelle, alors je ne vous le dirai pas en russe pour ne pas vous casser les oreilles, qui s'appelle L'origine de la vie, tout simplement. Et Oparin, donc vous avez une photo ici, propose un concept qui est assez intéressant. Il est le premier à le faire, à peu près en même temps qu'un Anglais qui s'appelait Haldane, qui dit qu'avant que la vie apparaisse et que l'évolution décrite par Darwin se mette en place, il y a une évolution précédente qu'il a appelée l'évolution chimique et qui se fait spontanément sur la planète. C'était juste une idée. Il n'avait pas moyen de tester ça expérimentalement, mais alors j'ai mis la citation ici en anglais, mais je vais traduire les éléments les plus importants. C'est ce qu'il a écrit. En fait, il a cette idée qui est toujours l'idée sur laquelle on travaille à l'heure actuelle, qui est que d'abord, les atomes de carbone sont produits dans les atmosphères, ils sont rejetés dans les atmosphères des étoiles géantes en fin de vie. Donc on a des atomes de carbone qui sont dispersés. C'est ce qui est mentionné ici. Ensuite, on les trouve sous forme de molécules d'hydrocarbures, donc de molécules relativement simples, carbone, hydrogène, qui sont à la surface des planètes. Et dans l'eau de ces océans primitifs, ils vont former des molécules de plus en plus complexes, de plus en plus évoluées, et qui vont avoir des structures qui ressemblent à des protéines. Il a ce terme de protéines. À l'époque, on ne connaissait pas l'ADN, donc sinon il l'aurait sans doute évoqué. Et c'est ça qui conduit à l'apparition de la vie des êtres primitifs vivant sur Terre, primary living beings. Et vous allez voir que c'est cette idée, en fait, et je vais parler quasiment que de ça aujourd'hui, et c'est vraiment une idée visionnaire, sans expérience, juste dans un livre, il propose cette idée. Pourquoi il n'avait pas fait l'expérience? Pas parce que c'était un feignant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment les moyens expérimentaux de tester ce concept. Et il a fallu attendre les années 50 pour qu'un jeune étudiant, Stanley Miller, qui était étudiant en thèse, alors il ne faisait pas cette thèse avec n'importe qui, sa thèse avec Harold Urey, qui était prix Nobel de chimie déjà à l'époque, mais c'est vraiment Miller qui avait insisté pour faire cette expérience. Donc Stanley Miller avait envie de tester l'idée d'Oparin. Et comment est-ce qu'il a voulu la tester? En essayant de recréer la Terre primitive avant que la vie n'existe dans un laboratoire. Alors, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on fait pour simuler en laboratoire la Terre telle qu'elle était il y a plusieurs milliards d'années? Le système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, donc je vous reparlerai tout à l'heure de quand est apparue la vie sur la Terre. Donc, en tout cas, pendant les premières centaines de millions d'années, à quoi ressemblait la Terre? On n'en a aucune idée, puisque la vie qui a maintenant proliféré à la surface de la Terre a complètement modifié la composition de l'atmosphère. S'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, ça nous permet de vivre, mais s'il y en a, c'est parce qu'il y a une activité photosynthétique des plantes qui produisent de l'oxygène. Donc c'est déjà parce qu'il y a de la vie sur Terre qu'il y a de l'oxygène. Donc il faut essayer de faire abstraction de la composition de la Terre actuelle et de se dire à quoi est-ce qu'elle peut ressembler s'il n'y a pas la vie. Donc comment est-ce qu'on fait une Terre dans un laboratoire? On se dit, il y a de bonnes idées de penser qu'il y avait déjà de l'eau liquide à la surface. Donc on fait un océan. Donc un ballon avec un océan. Donc on met de l'eau liquide. On la chauffe parce qu'on pensait que les océans primitifs étaient plus chauds. Ce n'était pas une idée stupide, c'est ce qu'on pense encore à l'heure actuelle. Et en interaction avec cet océan, il y a l'atmosphère. Quelle était la composition de l'atmosphère? On n'en a aucune idée. On ne le sait toujours pas à l'heure actuelle. Mais bon, à partir de certaines hypothèses,
Miller et Urey s'étaient dit l'atmosphère primitive, il y a des chances qu'elle soit composée de méthane, donc CH4. Donc si vous avez une gazinière chez vous, c'est du méthane qui sort, de l'ammoniac, NH3, de la vapeur d'eau et de l'hydrogène. Alors si vous mélangez ces 4 ingrédients, il ne va rien se passer. Ce sont des molécules qui sont stables entre elles. Il faut apporter de l'énergie. Alors quelle était la source d'énergie qui pouvait exister sur la Terre primitive? Alors il y a le rayonnement du Soleil, qui est composé de la partie visible qu'on voit. Il y a aussi une composante qui est très énergétique, qui est le rayonnement ultraviolet, qui heureusement n'atteint pas le sol parce qu'il est très énergétique. Et ils auraient pu utiliser des lampes UV, mais dans les années 50, ce n'était pas très pratique, pas très facile. Donc la source d'énergie, c'était de prendre 2 électrodes et de faire un éclair entre ces 2 électrodes en se disant il devait y avoir des orages. Et on simule ces orages qui avaient lieu dans l'atmosphère primitive. Voilà en gros comment est-ce qu'on fait la Terre d'il y a 4 milliards d'années dans un laboratoire. Et c'était vraiment une idée que personne n'avait pu tester. Et le résultat, c'était de se rendre compte qu'au début, le récipient, c'était des parois en verre, c'était limpide, l'eau était limpide, tout allait bien. En quelques heures, quelques jours, les parois se troublent et l'eau se trouble et il se forme en fait une espèce de bouillie brunâtre sur toutes les parois du réacteur et dans l'eau. Donc les molécules ont réagi, elles sont cassées, elles sont réassociées et elles ont formé d'autres composés qui ont été analysés par Miller. Et il a mis en évidence que dans cette espèce de bouillie brune, il y avait des acides aminés. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, les acides aminés, ça veut dire quelque chose. Pour d'autres, vous allez vous dire, c'est quoi encore? C'est un truc de chimiste. C'était très important et je vais vous expliquer un peu après. Et donc ça a été un coup de tonnerre. À l'époque, on s'est dit, voilà, on a formé des acides aminés. Les acides aminés, c'est indispensable. On a besoin d'acides aminés pour que notre métabolisme fonctionne. Voilà. Il suffit juste de mélanger un petit peu de méthane, d'ammoniac, de l'eau, de l'hydrogène, de laisser ça mijoter en envoyant quelques décharges électriques et on a les briques constitutives du vivant. On a expliqué l'origine de la vie. On n'est pas loin de la solution. Alors ici, vous avez une photo de Stanley Miller, un peu plus âgé. Il est mort il y a quelques années, en 2007. Mais, parce qu'il y a un mais, parce que sinon on aurait réglé le problème dans les années 50, c'est qu'en fait, l'efficacité de ces expériences dépend énormément de la composition du mélange initial. Et je vous ai dit, quelle était la composition de l'atmosphère terrestre primitive? On n'en sait rien. Alors, il y a quelques indices qui vont dans un sens, dans un autre, mais en tout cas, il n'y a aucune certitude qui permet d'établir avec certitude sa composition. Et en fait, on s'est rendu compte, Miller a participé à ces expériences, d'autres personnes l'ont reproduit, qu'effectivement, si on prend le mélange qu'avait choisi, pas par hasard, Miller et Urey, CH4, NH3, H2O, H2O, et bien il se passe plein de trucs. On initie une petite usine chimique, de synthèse de produits chimiques. Par contre, si on met du CO2 et du N2, alors là, vous pouvez attendre tout ce que vous voulez, faire toutes les décharges que vous voulez, mettre des rayonnements ultraviolets, il ne va rien se passer. Donc, voilà, ça pose un premier problème, on n'est pas sûr que ça soit passé comme ça sur la Terre, puisque on ne sait pas comment était l'atmosphère primitive de la Terre. Alors pourquoi est-ce que tout le monde était excité à l'idée de savoir qu'on formait rapidement et facilement des acides aminés? Parce qu'en fait, si vous regardez la composition de ces molécules très complexes qui sont présentes dans tous les organismes vivants, que sont les protéines, ce sont des molécules en fait, qui jouent le rôle de catalyseurs, c'est-à-dire qui permettent à plein de réactions de se produire. Et en fait, si on n'avait pas de protéines dans notre métabolisme, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Et ces protéines, en fait, sont une succession de petites molécules qui sont liées entre elles. Et ces petites molécules qui sont liées entre elles, en fait, sont des acides aminés. Voilà. Donc, et un acide aminé, il ne faut pas avoir peur du terme. C'est très simple. C'est une molécule. Alors ici, vous avez un atome de carbone. Et sur cet atome de carbone, il faut qu'il y ait à la fois une fonction qu'on appelle une fonction acide
acide carboxylique, ici COOH, et une fonction amine, NH2. Voilà. Alors, le reste, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, vous avez une infinité de possibilités de combinaisons d'atomes qui permettent de faire des acides aminés. Le vivant terrestre, on a sélectionné 20 parmi cette infinité de combinaisons, et ces 20 acides aminés, il les associe de manière différente à la queue leu-leu, comme c'est ici. Donc voilà, il y a un acide aminé qui s'appelle la glycine, un acide aminé qui s'appelle l'analine, etc. Et vous en mettez des milliers à la queue leu-leu et vous formez les protéines. Voilà pourquoi le résultat de l'expérience de Miller a été un coup de tonnerre dans la communauté scientifique, parce qu'on formait déjà les premières briques et on n'imaginait pas qu'on était capable de faire des acides aminés de manière naturelle. On savait synthétiser des acides aminés avant, mais en mettant bien tel produit avec tel autre produit dans telles conditions pour former tel résultat. Là, on laisse évoluer un système un peu ouvert, simulant l'atmosphère primitive, et on a spontanément des acides aminés. Donc c'est en ça que ça a été une révolution. Autre molécule importante, l'ADN. Alors vous voyez, l'ADN, c'est quelque chose de... Alors déjà, rien que le nom, acide désoxyribonucléique, si on n'a jamais fait de chimie ou de biologie, c'est quelque chose d'incompréhensible et de très long. La structure de l'ADN semble aussi extrêmement complexe, quand vous voyez cette espèce de double hélice qui est bien agencée. Enfin, il y a une certaine beauté même dans la représentation de ces molécules. En fait, c'est très simple. Alors, je suis parti de mauvais compté, excusez-moi. Voilà. Ce que vous voyez ici, détaillé ici avec des petites formules chimiques, c'est simple. Alors, vous allez me dire, c'est déjà compliqué, ça. Alors, si vous ne regardez pas le détail des formules chimiques, regardez juste les couleurs. Qu'est-ce qu'on voit? On voit du bleu. Ici, toutes ces petites molécules bleues, ici et là, c'est la même molécule. C'est un sucre qu'on appelle le désoxyribose dans l'ADN ou le ribose dans l'ARN. Donc, voilà, on a la moitié de l'ADN déjà quand on a le ribose ou le désoxyribose. Et les petites molécules de couleur ici, on en a ici, donc il y en a 2 roses, 2 vertes, il y en a des bleues, donc il y en a 4 différentes. Il y a une petite subtilité qui fait que dans l'ADN et dans l'ARN, il y a des petites différentes. En tout, on en a 5. Mais en fait, pour faire une molécule d'ADN, donc qui code toute l'information et toute la complexité du vivant sur Terre, il faut un sucre, 4 molécules qu'on appelle la base azotée, et si on veut vraiment faire tourner tout le système avec l'ADN et l'ARN, qui est sans doute une petite élaboration d'optimisation de fonctionnement du vivant, il nous faut 2 sucres et 5 molécules qu'on appelle des bases azotées, et tout ça lié par ce qu'on appelle des phosphates, qui ne sont pas des molécules organiques, qui sont des petites molécules qui font les liens. Donc en fait, les briques de la vie sont très simples. Pour faire des protéines, il suffit de 20 acides aminés. Et pour faire l'ADN et l'ARN, il faut 2 sucres, 5 bases azotées, et éventuellement, autour, emprisonner ça dans une membrane. Alors s'il y a des biologistes dans la salle, vous allez sans doute, certains d'entre vous peuvent faire des bons en disant c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, certes, mais en fait, si on part de la définition que je vous ai donnée au début, une structure qui est capable de créer des copies d'elle-même et de se répliquer et de commettre des erreurs, tout ça est inclus déjà dans l'ADN et l'ARN. Donc, on part dans cette direction. Par contre, le problème, c'est qu'effectivement, les acides aminés, on les forme très facilement, comme l'a montré Miller. Les sucres, les bases azotées aussi, dans des expériences un peu comme a fait Stanley Miller, on arrive à les former très facilement. Donc ça, pour un chimiste, c'est réglé. Maintenant, comment est-ce qu'on associe les briques pour faire la vie? Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez une boîte de Lego avec des briques de différentes couleurs, avec pas énormément de sortes différentes, et il faut faire l'ADN, les protéines, sans mode d'emploi, en se disant il suffit juste d'agiter la boîte et ça va se faire tout seul. Alors vous doutez bien que ça ne va pas se faire tout seul,
Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a des lois chimiques qui font que les molécules vont réagir les unes avec l'autre pour justement essayer de comprendre comment est-ce qu'on passe de là à là. Et les études chimiques ont montré que autant pour faire les premières étapes, on part par exemple de méthane, d'ammoniac, des toutes petites molécules, on met un petit peu d'énergie, on va former des espèces un peu plus structurées. On atteint un stade de complexité et d'organisation qui commence à devenir intéressant pour faire le pont entre la chimie et la biologie, seulement si on a de l'eau liquide. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que l'eau liquide c'est important, puisque en fait on n'arrive pas à comprendre comment on puisse faire les dernières étapes si on n'a pas d'eau liquide présente sur la planète. Et s'il n'y avait pas d'eau liquide présente sur la Terre, à son origine, il n'y aurait probablement pas de vie qui serait apparue. Alors ces premières molécules, d'où elles viennent? Et ensuite, une fois qu'on aura répondu à ces questions, est-ce que ça a pu se passer ailleurs que sur la Terre pour former des extraterrestres? Donc vous connaissez déjà une hypothèse sur l'origine des premières molécules, c'est l'atmosphère. Alors c'est ce qu'on appelle en franglais modèle dépendant. Quand on parle de ça, on dit oui, c'est une hypothèse, mais ça dépend du modèle d'atmosphère primitive de la Terre. Dans des cas, ça marche. On a une superbe usine à production de molécules organiques, et dans d'autres cas, ça ne marche pas. Alors, si on veut vraiment aller au bout des choses, on va essayer de se poser la question de savoir s'il y a d'autres possibilités pour initier ces premières étapes de la chimie. Deuxième possibilité, ça serait au fond des océans. Alors pourquoi au fond des océans? Parce qu'au fond des océans, il y a des structures qu'on appelle des évents marins ou des fumeurs noirs. Vous avez probablement tous déjà vu dans des reportages à la télé, c'est les sous-marins, les bathyscaphes qui descendent là au fond des océans et qui viennent explorer ces régions particulières. Alors elles sont particulières d'une part parce qu'on s'est rendu compte que ça grouillait de vie. Malgré le fait que ce soit au fond des océans, qu'il fasse très chaud, la vie a pu s'adapter à ces environnements. Ça ne veut pas dire qu'elle y est apparue, mais en tout cas, elle a pu s'y adapter. Et on s'est rendu compte en simulant en laboratoire, c'est-à-dire au lieu de faire une expérience de 1000 heures simulant l'atmosphère primitive, il y a des chimistes qui, dans leur laboratoire, ont essayé de recréer un fumeur noir. Donc ils ont mis des petites molécules très simples, ils ont essayé de recréer les conditions de température et de pression des fumeurs noirs, et là, à nouveau, surprise, énormément de synthèse, et synthèse notamment d'acides aminés. Donc si on se plonge au fond des océans, on a une autre source potentielle de molécules qui ont pu jouer un rôle clé dans les premières étapes de l'évolution. Dernière source, les sources qu'on appelle des sources exogènes, extraterrestres, des apports de molécules organiques par des comètes et par des météorites. Alors faites attention, je dis molécules organiques, et c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude de faire de la chimie, on glisse vite entre organique et organisme. Et ça n'a rien à voir. La chimie organique, c'est la chimie des molécules basées sur le carbone. Ma bouteille, le revêtement de ma bouteille, c'est une molécule basée sur du carbone, c'est du plastique, c'est basé sur du carbone, c'est pas vivant. C'est quand même de la chimie organique. Et organisme. Et donc, on a tôt fait de se dire, ah oui, alors apport de molécules organiques, apport d'organismes, il y aurait de la vie sur les comètes et les météorites, et tomberait sur Terre par des comètes et par des météorites. On a analysé des tonnes de météorites sur Terre, on n'a jamais vu la moindre bactérie dans une météorite. Par contre, des molécules organiques, il y en a. Et c'est en ça que c'est extrêmement intéressant. Donc, si je résume, les premières molécules, elles ont pu être synthétisées dans l'atmosphère terrestre s'il y avait la bonne composition. Elles ont pu être synthétisées au fond des océans. C'est une possibilité. Et on est sûr qu'il y en a qui sont arrivés depuis l'espace, puisqu'il y en a toujours qui arrivent depuis l'espace. Ça, on peut toujours le contrôler et l'analyser. Alors, voilà, on pourrait jouer, alors qui a raison? De mon point de vue, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison que ce soit l'un plutôt que l'autre. Peut-être qu'il n'y a eu qu'un seul de ces trois éléments qui a joué. Peut-être que 2, 3 ont contribué. De toute façon, plus on a de sources de produits chimiques, plus on est... à la limite, moi je suis content parce que je me dis, voilà, il y a plus de possibilités de réactions qui peuvent conduire à l'apparition de la vie.
Donc voilà, donc il y a quelques illustrations ici que je peux vous montrer de cette origine, de ces premières synthèses qui pourraient avoir lieu dans l'espace interplanétaire, parfois même avant que le système solaire se soit formé, ou alors pendant que le système solaire se forme, ces molécules qui sont emprisonnées dans les comètes ou dans les astéroïdes, et puis qui seraient délivrées sur Terre au travers de météorites. Donc des météorites, il y en a toujours énormément qui tombent par an, il y en a 10 tonnes. C'est pas beaucoup par rapport à la masse de la Terre. Il y a aussi des micrométéorites. Alors elles sont plus discrètes parce que c'est micrométrique. On les voit pas, mais on estime qu'il en tombe 10 000 tonnes par an. Et certaines de ces météorites, alors on a le terme technique, c'est-à-dire sont des chondrites carbonées, contiennent du carbone, des molécules carbonées, environ 3% de leur masse. Et la plus célèbre de ces météorites carbonées, qui s'appelle la météorite de Murchison, qui a été étudiée en long, en large et à travers dans plusieurs laboratoires. Donc dans cette météorite, on a pu identifier plus de 70 acides aminés. Je vous ai dit, on peut faire des milliers de types d'acides aminés. Là, on en a détecté 70, dont 8 protéiques, c'est-à-dire 8 parmi les 20 qui ont été sélectionnés par le vivant. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu rassurant pour un chimiste de se dire, si Miller avait une mauvaise composition d'atmosphère primitive, ça ne nous bloque pas complètement dans nos recherches, puisque les premiers acides aminés, on est sûr qu'au moins il y en a eu quelques-uns qui ont pu être apportés par des météorites. Autre point intéressant, parce que j'en parlerai pas trop, mais je vous ai mentionné l'idée de membrane. Quand vous faites une extraction, c'est-à-dire vous séparez la matière organique de la roche de la météorite de Murchison, et si vous mettez votre matière organique dans l'eau, vous allez voir spontanément la formation de vésicules. Alors, on ne dit pas de membrane parce que ce ne sont pas des cellules, ce ne sont pas des bactéries, mais spontanément, certaines de ces molécules qui sont présentes déjà dans les météorites vont s'organiser pour former une espèce de boule avec un intérieur et un extérieur. Donc ça a pu aussi jouer un rôle dans l'apparition de la vie. Et donc là, vous voyez la suite du dessin que je vous montrais tout à l'heure. Ces molécules qui sont soit synthétisées au fond des océans, soit apportées par les comètes, les météorites, soit synthétisées dans l'atmosphère, vont tomber dans l'eau liquide. Et c'est à partir du moment où on est dans l'eau liquide qu'on a une évolution qui permet d'aller plus loin et éventuellement expliquer l'apparition de la vie sur la Terre. Alors juste un exemple. J'adore cette réaction, donc je ne peux pas résister à vous la montrer. Je vous ai dit on comprenait comment se formaient les acides aminés dans l'atmosphère. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les molécules dont on a besoin, mais juste sur l'une d'entre elles, l'adénine. Donc l'adénine, c'est l'une des bases azotées, l'une des lettres de l'alphabet génétique. Donc parmi la guanine, la cytosine, l'uracine, la thymine. Voilà. L'adénine, c'est cette molécule-là. Dans notre corps, l'adénine, elle est formée par notre métabolisme. Il y a les voies de synthèse vont vers la formation de l'adénine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment est-ce que l'adénine serait apparue sur la Terre sans qu'il y ait de vie sur la planète. Et en fait, c'est très simple. Il suffit de partir d'une molécule. En plus, c'est rigolo parce que le HCN, c'est l'acide cyanhydrique, c'est l'un des poisons les plus violents en chimie. Mais vous allez voir qu'elle a un rôle essentiel. Il suffit de partir de cette molécule d'HCN et de le faire polymériser. Mais spontanément, si vous mettez deux molécules d'HCN l'une à côté de l'autre, elles vont faire un dimère, donc 2 molécules d'HCN, 3 molécules d'HCN. 4 molécules d'HCN, vous avez cette structure un peu qui peut vous sembler bizarre si vous n'avez pas l'habitude de voir des molécules. Ah, là, il faut un petit peu... Alors, photolysis, j'ai gardé en anglais, ça veut dire photolyse, ça veut dire qu'il faut amener de la lumière. Bon, ça se fait, hein. C'est pas compliqué sur Terre, on a le soleil. Ça se réorganise, une autre photolyse, on en est à 4 molécules de HCN qui sont associées avec un petit peu de lumière. On rajoute une 5e et on a l'adénine. Donc vous voyez cet élément qui est indispensable à la vie sur Terre, on le forme très simplement sans faire appel à des systèmes chimiques élaborés. Et donc je vous montre pour l'adénine, mais en fait pour toutes les autres molécules nécessaires, pour toutes les briques importantes pour l'apparition de la vie, on a ce type de réactions qui sont assez simples. Alors en fait,
Pour vous résumer nos histoires de chimie, avant de lâcher la chimie et d'aller regarder ce qui se passe ailleurs sur d'autres planètes, c'est plus vraiment un problème pour un exobiologiste qui fait de la chimie d'expliquer les premières étapes. On a différentes sources possibles, certaines qui ne sont que des hypothèses, d'autres qui sont sûres. On a des mécanismes assez simples pour passer de ces premières molécules aux molécules plus complexes. Alors on n'a pas fini le boulot, parce que maintenant, les étapes sur lesquelles les chimistes travaillent activement, c'est de comprendre comment est-ce qu'on passe de ces molécules un peu compliquées, on va dire, aux molécules très compliquées. Comment est-ce qu'on fait la jonction entre ces molécules qui sont des petites molécules organiques, chimiques classiques, vers des structures biologiques. Et là, il y a deux approches. Il y a des chimistes qui vont dans ce sens-là, qui essayent d'associer des molécules simples pour aller vers des molécules de plus en plus compliquées. C'est ce qu'on appelle, alors c'est de l'anglais, mais c'est le jargon, la démarche bottom-up. On part du simple, on va vers le compliqué. Et il y a des biologistes qui prennent le vivant actuel et essayent de le simplifier. Ils prennent des cellules, des bactéries, ils se disent, voilà, ce gène, on le retire, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est important. On retire celui-là, ça fonctionne encore, c'est bon, c'est pas indispensable. Et hop, ils retirent des gènes pour essayer de faire des cellules qu'on appelle cellules minimales, des organismes très simples, et essayer de faire la jonction. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'approche top-down. On va du haut, du complexe, vers le bas, vers le plus simple. Alors, est-ce qu'un jour, on arrivera à faire la jonction entre la chimie et la biologie? Et d'ailleurs, où est la jonction? À partir de quand on se dira, là, c'est une molécule organique, là, c'est un organisme vivant? On sera sur des questions qui sont pas triviales. Mais en tout cas, je vais rester là pour la chimie. Et ce qu'il faut garder maintenant, avant de passer à la deuxième partie de ce que je vais vous dire, c'est que pour que la vie puisse apparaître, on va partir d'une hypothèse. Il faut de la matière organique, donc des molécules basées sur le carbone, et de l'eau à l'état liquide. Et on va faire cette hypothèse. Il faut au moins ça. Alors après, est-ce que ça fonctionne à tous les coups? Une fois sur 10, une fois sur 100, une fois sur 1 milliard, ou ça n'a fonctionné que sur la Terre? On n'a aucun élément pour répondre à cette question. Mais on part de cette hypothèse, et justement, on va aller voir ailleurs dans le système solaire, est-ce qu'il y a eu de la matière organique et de l'eau liquide qui ont coexisté? Et là, on pourra faire éventuellement un peu de statistiques. Voilà, donc on pourrait croire, après ce que je vous ai raconté, que l'exobiologie, en fait, c'est une affaire de chimistes et de biologistes. Pas tout à fait. Parce que se pose la question de savoir quand la vie est apparue sur la Terre. Alors je vais aller vite parce que c'est moins mon domaine, mais c'est un domaine de recherche très actif et très controversé aussi. Puisque plus on remonte dans le temps, moins on a de matière sur laquelle travailler. Puisque la Terre est une planète active, il y a la tectonique des plaques qui régénère les roches qui sont en surface. Donc des roches très anciennes, des terrains très anciens qui datent de plus de 3,5, 3,8 ou plus de 4 milliards d'années. Il y en a très très peu à la surface de la Terre. Et trouver des fossiles là-dedans, des fossiles d'organismes très primitifs, ça relève d'une gymnastique et d'une expertise qui n'est pas donnée à tout le monde. Alors voilà, il y a plusieurs, je ne peux pas vous donner de réponse puisqu'il y a plusieurs indices qui remontent à des dates plus ou moins anciennes. Alors il y a un premier indice qui est un indice indirect, ce n'est pas un fossile, mais dans certaines roches qui datent de 3,8 milliards d'années, il y a ce qu'on appelle un enrichissement isotopique en carbone 12, donc une certaine forme de carbone. Les chimistes comprendront, les autres, ce n'est pas forcément important pour suivre ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, voilà, le carbone est dans une forme qui, normalement, est une forme qui n'existe que quand il y a une activité biologique. Donc on trouve ça à 3,8 milliards d'années. On peut se dire, ça veut dire qu'il y avait de la vie à cette époque-là. Ça peut vouloir dire qu'il y a un autre mécanisme qui ne fait pas appel à la vie, qui a conduit à cet enrichissement. Autre possibilité, c'est une contamination. Votre roche, elle a 3,8 milliards d'années, mais vos enrichissements de carbone 12, c'est une contamination après. Donc c'est une gymnastique pour les géologues.
qui date maintenant de 3,5 milliards d'années. Il y a toute une série de fossiles, alors certains très controversés, maintenant d'autres un peu moins, de structures qu'on appelle des cyanobactéries, qui sont des organismes unicellulaires et contrairement au schéma que vous voyez ici, en fait ce sont des colonies, donc on a l'impression que ce sont des pluricellulaires, mais en fait ce sont des cellules collées l'une sur l'autre. Et donc on a des fossiles justement de cyanobactéries qui remontent à 3,5 milliards d'années. Ou aussi des fossiles de ce qu'on appelle des stromatolites, qui sont des roches qui sont créées par les cyanobactéries. Donc ça date de 3,5 milliards d'années, donc on se dit il y avait sans doute de la vie à 3,5 milliards d'années. Il y a certains géologues qui ne veulent pas croire à ces preuves, c'est pour ça que j'ai laissé un point d'interrogation. Et le consensus des preuves qui sont sûres à 100% à la limite pour tous les géologues qui travaillent sur cette question, c'est 3,2 milliards d'années. Donc vous voyez, on a une gamme assez large pour savoir quand est-ce que la vie est apparue sur la Terre. Et donc vous voyez que ça demande un boulot de géologue. Et il faut faire attention. Parce que ça ne veut pas dire on va prendre 3,5 milliards d'années pour prendre un niveau médian. Ça veut pas dire, c'est pas parce que les plus anciennes traces de vie sur Terre qu'on ait trouvées datent de 3,5 milliards d'années que la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Elle a pu très bien apparaître avant et ne pas laisser de traces du tout, ou en tout cas des traces qu'on n'a pas encore trouvées. Et on a toujours tendance à dire « Ah, 3,5 milliards d'années, ça veut dire que la vie met 1 milliard d'années à apparaître sur la Terre. » C'est possible. En tout cas, ça a mis moins d'1 milliard d'années. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? C'est parce que quand on va passer sur Mars, vous l'avez vu avec Jean-Pierre Bibring la semaine dernière, mais quand on va passer sur Mars, c'est une planète qui a évolué. Savoir combien de temps met la vie pour apparaître sur une planète, c'est une question importante. Autre point. Donc, alors là, je vais vite, hein, vous m'excusez, mais bon, c'est pour vous donner un petit peu le contexte, les différents champs de recherche qui existent dans le domaine, c'est les limites du vivant. Parce que là, on va se poser la question de savoir est-ce que la vie a pu apparaître ailleurs, et en tout cas, pour l'instant, dans le système solaire, une planète où il fait en gros 15-20 degrés de température moyenne avec des océans, une atmosphère avec 20% d'oxygène, ça n'existe pas en dehors de la Terre. Donc, quelle est la diversité du vivant qu'on connaît et pour pouvoir peut-être l'extrapoler à d'autres environnements. Et donc là, il y a toute une activité qui est menée par des microbiologistes qui travaillent sur des organismes. Alors ça fait un peu le livre des records des organismes, mais derrière, il y a une science fondamentale très intéressante. Mais donc, ils essayent de voir jusqu'où la vie a su s'adapter sur Terre. Alors on a plein de petits noms. Il y a des organismes qu'on appelle des hyperthermophiles. Ce sont des organismes, par exemple, qui non pas survivent jusqu'à plus de 80 degrés. C'est même pas ça. Ce sont des organismes qui sont, par exemple, très bien et très heureux à 95 degrés. C'est pas qu'ils y survivent. Si vous les mettez à 60, ils vont mourir. Ils sont bien, heureux, ils se développent de manière optimale à très haute température. Il y en a qui résistent à très basse température et qui sont bien à très basse température, d'autres dans des pH élevés, forts, dans des conditions de salinité élevées ou très faibles, des pressions très élevées, des conditions de dessiccation, donc d'absence d'eau très importantes. Et aussi, on a des organismes qui résistent très bien à des radiations très énergétiques ou à des métaux extrêmement toxiques. Et eux, ils sont très contents avec ça. Donc voilà, donc on pourrait faire un livre des records des organismes. Juste à titre d'illustration, le record du monde homologué à l'heure actuelle en termes de résistance en température, c'est cette petite bactérie qui s'appelle Methanopyrus. Donc vous voyez ici une petite colonie de Methanopyrus qui se plaît très bien à 122 degrés au fond des océans, au niveau de fumeurs noirs qui sont dans le golfe de Californie. Donc voilà, on sait que la vie a pu s'adapter à des environnements extrêmement divers et variés sur Terre. À l'heure actuelle, on est quasiment au point de se dire quasiment partout où on regarde, on trouve des bactéries qui ont su s'y adapter. La question après, la petite subtilité, c'est de se dire est-ce que la vie est apparue dans ces conditions très importantes, extrêmes, ou est-ce qu'elle s'y est adaptée ?
Et ça, c'est une question qui demande justement un travail de microbiologiste. Ils essayent d'étudier pourquoi est-ce que les bactéries sont résistantes à ces hautes températures, quels sont les mécanismes. Est-ce que ce sont des mécanismes qui sont anciens, primitifs, donc qui les conduiraient proches des origines de la vie, ou des mécanismes hérités. Donc il y a des techniques qui permettent d'étudier ça. Donc vous voyez, il y a des exobiologistes, enfin il y a des microbiologistes qui font de l'exobiologie. Certains même sans le savoir. Donc voilà, et fort de toutes ces études faites sur la Terre, après, on est mieux armé dans notre exploration du système solaire pour ne pas passer trop de temps dans des environnements qui ne le méritent pas. Donc on va se poser la question de l'eau liquide et de la matière organique ailleurs, et là, voilà, c'est plus un boulot d'astronome et d'astrophysicien. Donc je vais faire un rapide survol du système solaire, et vous allez voir que je ne vais pas me contenter de parler des planètes, parce qu'on aurait vite fait le tour. Je vais aussi parler de certains satellites des planètes géantes, et là vous voyez Jupiter, plus de 60 satellites, Saturne aussi. Donc on a une diversité de petits mondes qui sont tout à fait étonnants et intéressants. Alors je passe Mercure, trop près du Soleil, pas d'atmosphère, pas d'eau liquide. Je vais passer aussi très vite sur Vénus, qui est une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, en tout cas qui ressemblait peut-être beaucoup à la Terre à son origine, mais qui a une atmosphère qui comporte 92 bars de CO2. Alors vous entendez parler de réchauffement climatique, alors que sur Terre, on a quelques pour 1000 de CO2 dans l'atmosphère, mais l'augmentation rapide due à l'activité humaine fait que ça induit un effet de serre qui s'intensifie. Sur Vénus, c'est quasiment toute l'atmosphère. La Terre, c'est 1 bar de pression totale. Quelques pour 1000 de CO2. Sur Vénus, c'est 92 bars quasiment de CO2 pur. Et donc, vous avez des conditions de température et de pression qui sont incompatibles avec la présence de liquide. Vous ajoutez à ça des nuages d'acide sulfurique. Donc, la matière organique, là-dedans, va pas faire long feu. Donc, je ne vais pas insister sur Vénus. La Terre, j'ai fait qu'en parler là depuis 3/4 d'heure, donc je vais pas en reparler. Et donc on va arriver sur Mars, que Jean-Pierre Bibring vous a décrit très bien la semaine dernière. Mars, c'est une planète qui est plus petite que la Terre, plus loin du Soleil, donc qui reçoit moins d'énergie du Soleil, et aussi une atmosphère très ténue. Seulement 6 millibars. Donc la Terre, c'est 1000 millibars de pression avec 80% d'azote, 20% d'oxygène. Sur Mars, c'est quasiment que du CO2 à une pression très très faible. Et des températures qui sont très variables, qui peuvent aller de moins 120 degrés, donc là, pas d'eau liquide, jusqu'à 20 degrés Celsius. Alors là, on pourrait se dire, ah bah tiens, 20 degrés, voilà, 20 degrés, on peut avoir de l'eau liquide. Non. Parce que l'eau liquide, ça n'est possible que si on a une certaine pression. Si, et on ne va pas le faire heureusement parce qu'on ne ferait pas long feu, si on pompait tout l'air qui était dans cette pièce pour atteindre 6 millibars, ça ne serait pas de l'eau liquide que vous auriez là-dedans, ça serait un bloc de glace. Donc, l'eau n'est liquide que dans un certain domaine de température, mais aussi dans un certain domaine de pression. Donc, on ne peut pas imaginer de l'eau liquide stable à la surface de Mars à l'heure actuelle, tout simplement parce que la pression est trop faible. Peu importe la température. Pourtant, on a ça. À peu près partout sur les terrains très anciens qu'on peut observer depuis l'espace sur Mars, on voit ces réseaux d'écoulement. Et quand on voit ça, un géologue vous le dira, mais il ne faut pas forcément être géologue pour conclure, on a l'impression qu'il y a eu des ruissellements. Il y a eu des écoulements. On a l'impression de voir ici des rivières qui jettent dans des structures plus larges et puis vers des grands fleuves. Et puis là, pourquoi pas un océan ou un grand lac. Ça, c'est marqué, c'est incrusté dans les roches martiennes. Et comme il n'y a pas d'activité tectonique à la surface de Mars, sur Mars, il y a des terrains très très anciens. Et quasiment tous les terrains qui ont plus de 3,5 milliards d'années sur Mars présentent ce type de structure. Alors on pourrait se dire, si on chipote, ah oui, mais c'est un fluide qui a coulé, c'est pas forcément de l'eau qui était à l'état liquide. C'est vrai. Alors, pour prouver qu'il y a bien eu de l'eau à l'état liquide, il faut aller sur place
Et il y a deux approches différentes. Il y a se poser et envoyer des petits robots faire des analyses. Ça, c'est la NASA qui a fait ça au début des années 2000. Elle a posé avec succès 2 rovers, Spirit et Opportunity, en janvier 2004. Ils étaient prévus pour durer 3 mois. Ils sont toujours en fonctionnement. Alors, il y en a un qui est un petit peu embourbé, mais bon, ils ont quand même bien servi. Il y en a un qui fonctionne encore plutôt bien. Et en fait, ce sont des petits robots géologues qui ont des instruments pour analyser la nature des roches. Et la nature des roches va vous renseigner sur les conditions de formation. Et il y a certaines roches qui ne se forment qu'en présence de liquide. Par exemple, des argiles, par exemple, des carbonates. Les carbonates, c'est quoi? C'est du calcaire. Vous êtes embêtés chez vous, vous avez du calcaire, ce sont des carbonates. Les carbonates se forment, pourquoi chez vous, dans vos tuyauteries? Parce que vous avez de l'eau liquide et vous avez du CO2. Le CO2 de l'air qui va former des carbonates. Donc il y en a partout. Parce qu'il y a de l'eau liquide et du CO2. Pas d'eau liquide, pas de carbonate, ou en tout cas très très peu. Il y a des conditions un peu extrêmes qui permettent d'en former peut-être, mais de manière très limitée. Et là, alors ça c'est une publication qui est très récente, hein, qui date de 2010, donc cette année, mais qui date de juin, où justement Spirit, l'un des 2 robots, a détecté dans ces affleurements rocheux des carbonates. Alors que jusqu'à présent, on n'en avait jamais vraiment détecté à la surface de Mars. Donc voilà, la géologie nous dit qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Donc ça, c'est une approche très locale, puisque les rovers n'ont fait que quelques kilomètres de randonnée à la surface de Mars depuis toutes ces années. Ils ont beaucoup travaillé, mais ils n'ont pas fait beaucoup de chemin. Et vous avez aussi des instruments qui sont embarqués en orbite, qui vont analyser par spectroscopie la composition des roches à la surface. Donc ça, justement, Jean-Pierre Bibring est responsable de l'instrument Omega, et qui est un des instruments sur une sonde européenne, cette fois-ci, Mars Express, qui est toujours en orbite autour de Mars, et qui a détecté dans certaines régions des argiles hydratées, toutes ces régions qui sont en bleu, donc qui nous disent aussi, voilà, on a des roches qui se sont formées et qui contiennent encore de l'eau. Et donc, c'est la preuve qu'il y a eu bien de l'écoulement de fluide à la surface de Mars. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle, à cause de la pression. Ça veut dire que dans le passé, Mars avait un environnement qui était compatible avec la présence de liquide. Donc, il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Il y a eu de la matière organique. Pourquoi on est sûr qu'il y a eu de la matière organique? Parce que peut-être qu'il y avait une atmosphère qui était propice à la synthèse de molécules organiques. Peut-être qu'il y avait des fumeurs noirs s'il y avait des océans au fond de Mars. Mais en tout cas, Mars a reçu des comètes, des météorites, tout comme la Terre. Donc, elle a eu des molécules organiques. Donc, on est sûr maintenant que pendant un certain laps de temps, quelques centaines de millions d'années, alors, est-ce que c'est 500 millions d'années, 300 millions d'années, 1 milliard d'années? Là, on est moins sûr. Mais on est sûr que sur Mars, on cohabitait eau à l'état liquide et matière organique. Et donc, si à tous les coups, on gagne, et rapidement, ça veut dire que la vie est apparue sur Mars. Si ça marche qu'une fois sur 2, ça a pu marcher sur la Terre et pas sur Mars. La non-détection de présence de vie passée sur Mars, ça ne permettra pas de généraliser. Mais en tout cas, on a voilà l'un des intérêts majeurs de Mars. Et donc, jusqu'à présent, on a envoyé des robots qui étaient géologues. Maintenant, on va envoyer des robots chimistes pour justement aller sur Mars, faire des analyses, essayer de voir s'il y a des molécules organiques qui peuvent nous renseigner sur le degré de complexification chimique qui a pu avoir lieu sur Mars. Et ça, c'est le projet de MSL 2011. Donc maintenant, ce rover s'appelle Curiosity, qui est un robot de la NASA, alors avec des contributions françaises. Là, le laboratoire auquel j'appartiens, le LISA, le LATMOS, un laboratoire partenaire, on participe sur la préparation d'une expérience qui s'appelle SAM, Sample Analysis at Mars, qui est une expérience qui consiste à prélever des échantillons de sol martien, faire une extraction, c'est-à-dire séparer les roches des molécules organiques et analyser les molécules organiques. Tout ça sur place, de manière automatique. Donc ça a mis plusieurs années pour être préparé en laboratoire, et les résultats sont attendus à partir de 2012. C'est une mission de la NASA
avec des contributions européennes. Et il y a une mission de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle ExoMars, qui est prévue aussi en 2018. Donc pareil, faire des analyses chimiques et aussi préparer l'étape suivante, qui sera un retour d'échantillons. Puisqu'on a quand même en laboratoire des techniques qui sont beaucoup plus évoluées, beaucoup plus performantes que celles qu'on peut miniaturiser et envoyer sur ces sondes. Et donc, ça sera ExoMars, ça sera faire des analyses et aussi repérer les échantillons qui seront intéressants à ramener sur Terre, mais ça, c'est au-delà de 2020. Et donc, je ne m'avancerai pas sur les dates. Et vous voyez que là, c'est concevoir des robots qui sont capables de survivre à la surface d'une planète, miniaturiser des instruments qui font parfois plus de 100 kilos et qui tiendraient sur cette table en instruments qui consomment moins qu'une ampoule de réfrigérateur et qui font 2 kilos tout au plus, c'est un sacré challenge en ingénierie. On passe dans le système solaire externe. Jupiter, et comme toutes les planètes géantes, je ne vais pas trop m'attarder dessus puisqu'il n'y a pas vraiment de surface. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des océans, qu'il y ait de l'eau liquide et que la vie puisse apparaître. Par contre, Jupiter a des satellites, et un de ces satellites en particulier est intéressant. Il s'agit d'Europe, qui est un des gros satellites de Jupiter. Et la particularité d'Europe, pour diverses raisons, quand on observe les failles qui sont à la surface, quand on fait des mesures sur la manière dont Europe tourne sur elle-même et l'action de Jupiter, la gravité de Jupiter sur cette planète, il y a de plus en plus de signes qui laissent penser que sous quelques kilomètres de glace, à la surface, c'est de la glace d'eau. Donc je vous ai dit, de l'eau à l'état autre que liquide, il y en a partout. Donc il y a de la glace d'eau à la surface d'Europe. Méfiez-vous, ici, ce sont des fausses couleurs. Les contrastes sont poussés au maximum. De l'extérieur, ça ressemble à ça. Donc, sous quelques kilomètres de glace, il y aurait de l'eau liquide. Donc, un autre objet où il y a eu de l'eau liquide. Alors, par contre, il n'y a pas d'atmosphère pour les synthèses organiques. Les apports, météorites, comètes, peut-être, mais il faut avoir un mécanisme qui permet de transporter les molécules qui seraient absorbées, qui impacteraient à la surface vers l'intérieur. Mais si on a encore une activité géologique à l'intérieur de la planète, des fumeurs noirs, il peut y avoir des sources de matière organique. Et il y a des projets, alors cette fois je ne vous donne pas de date, c'est au-delà de 2020-2030, mais en tout cas ce sont des projets qui sont envisagés. Une fois qu'on sera sûr qu'il y ait effectivement un océan d'eau liquide sous la surface d'Europe, l'idée ça serait d'envoyer un espèce de petit sous-marin pour étudier les océans. Alors là, c'est pas de la science-fiction, mais c'est de l'anticipation sur des projets de mission, mais on dit que c'est dans les cartons. Ça arrivera probablement un jour. Je passe maintenant à Saturne, et je ne vais pas m'arrêter sur Saturne elle-même, mais je vais m'arrêter sur l'un de ses satellites, et même deux de ses satellites. Le premier d'entre eux est Titan. Alors Titan, c'est un satellite très mystérieux, puisque vous voyez, on ne voit rien. On voit une boule orange, on ne voit pas la surface, et c'est le seul satellite du système solaire dont on ne voit pas la surface. Pourquoi on ne voit pas la surface? Parce qu'il y a une atmosphère. Et pourquoi l'atmosphère masque la surface? C'est parce que l'atmosphère de Titan est composée d'azote et de méthane. Et si vous vous amusez dans votre laboratoire à faire des décharges électriques ou des irradiations de rayonnement ultraviolet dans une atmosphère d'azote et de méthane, eh bien vous allez faire un peu comme Miller a fait, enclencher une usine à production de molécules organiques. Et ce qui masque la surface de Titan, ce sont des petits aérosols orange organiques qui sont synthétisés dans l'atmosphère. C'est pour ça que Titan est un monde passionnant, puisqu'on n'a pas besoin d'être dans un laboratoire et recréer des conditions dans un petit ballon qui fait 2 litres. On a un satellite où on a des conditions qui sont propices aux synthèses organiques. Alors on se dit, c'est super, il y a peut-être de la vie sur Titan. On est loin du Soleil, il fait beaucoup trop froid, cette fois-ci, ce n'est pas une affaire de pression, il fait beaucoup trop froid à la surface de Titan pour qu'il y ait de l'eau liquide. Donc là, Titan, c'est intéressant, mais on est un peu à mi-chemin. On a vraiment quelque chose de très intéressant pour la chimie organique, mais on est sans doute coupé à un stade de l'évolution du fait de l'absence de liquide. Alors on ne s'est pas arrêté à la surface de l'atmosphère. Il y a quelques années,
une sonde européenne, Huygens, en 2004, fin 2004, et début 2005, qui était portée par un vaisseau de la NASA qui s'appelait Cassini. Alors ça, ce sont des visions d'artistes. Hein, il n'y avait pas une troisième sonde pour prendre en photo le lâcher, malheureusement. Donc il faut faire appel à son imagination. Donc la sonde a été larguée du vaisseau mère Cassini en fin 2004 et elle a pénétré l'atmosphère le 14 janvier 2005. Il y avait d'ailleurs une soirée ici dans cette salle où on avait pu voir les premières images ici quasiment en direct et ralentie par un parachute, la sonde est arrivée jusqu'au sol. Et voici la première image qui a été retransmise sur Terre après pendant cette descente qui a duré environ 2h30. Et vous voyez, ça ressemble un peu aux structures que je vous ai montrées sur Mars. Des réseaux ramifiés, un peu d'écoulement. Alors on pourrait se dire, il y a du liquide. Oui, effectivement, il y a du liquide sur Titan, mais les conditions de température et de pression sont telles que ce n'est pas de l'eau liquide. Et je vais y venir. La sonde est restée à la surface. Alors, elle aurait pu tomber dans un liquide, ça aurait pu faire plouf. Non, ça n'a pas fait plouf, elle est tombée sur une surface sèche. Donc vous avez les photos ici avec des roches. Alors ça ressemble à des cailloux, mais en fait ce sont des blocs de glace. Et effectivement, depuis l'orbiteur Cassini, on a détecté depuis l'arrivée de la mission des lacs à la surface de Titan. Ce sont des images radar. Vous voyez, on a ici des rives, un gigantesque lac. Vous voyez l'échelle ici, ça fait 160 km, près de 300 km ici, des îles. Et le liquide, alors ça c'est à nouveau une vision d'artiste, c'est pas une photo des lacs de Titan, mais en fait, dans les conditions de température et de pression de Titan, c'est pas de l'eau qui peut être liquide, c'est du méthane et des petites molécules à base de carbone. Donc oui, il y a du liquide sur Titan, mais c'est pas de l'eau, c'est du méthane. Donc on a un monde assez stupéfiant, où on a de la chimie organique et probablement pas de vie, puisque je vous ai dit, l'eau est indispensable. Faire de la chimie dans du métal liquide, ça ne va pas conduire à grand-chose. La grosse surprise de cette mission, on s'attendait à être surpris sur Titan. Donc on a été surpris, donc c'était parfait. Par contre, les vraies surprises, c'est quand on ne s'attend pas à être surpris. Et ça a été le cas. Et c'est souvent le cas dans toutes les missions spatiales. On passe à côté d'un objet. Et c'est le cas de ce petit objet-là. C'est tout petit. Alors, c'est quasiment 10 fois plus petit que Titan. C'est une petite lune de Saturne qui s'appelle Encelade. Là, vous avez une photo de cette lune. Un survol en août 2008 par Cassini. Là, et dans l'hémisphère sud, on voit ces stries, ces rainures, ces fissures qu'on appelait les tiger stripes, les griffures de tigre. Et un peu par hasard, alors que la sonde passait à contre-jour, elle était derrière Encelade et le soleil était de l'autre côté. À contre-jour, elle a vu des espèces de jets. Alors ça, c'est une photo qui avait été prise, la première photo qui a été prise, et en poussant les contrastes au maximum, on a mis en évidence ces structures. Et plus récemment, l'année dernière, la sonde a fait un rasemote au-dessus d'Encelade, et vous voyez, c'est vraiment magnifique. Vous voyez vraiment l'hémisphère sud d'Encelade, et vous voyez ces jets de matière qui viennent de la surface. Et cette photo, elle est vraiment, moi je la trouve vraiment extraordinaire. On est à des millions d'années, pas d'années-lumière, mais on est à des millions de kilomètres, 1,5 milliard de kilomètres du Soleil, et on est comme ça, on prend des photos de ces geysers. Et l'interprétation pour expliquer ces geysers, la plus plausible, parce qu'on n'a pas été foré, on ne peut pas creuser, hein, mais c'est la meilleure interprétation, c'est qu'il y aurait sous la surface des poches d'eau liquide sous pression qui seraient responsables de ces geysers. Donc, il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Il y a probablement de l'eau liquide sous la surface d'Europe. Et il y a aussi très probablement de l'eau liquide sous la surface d'Encelade. Et la sonde Cassini est passée dans un de ces jets. Elle a analysé la composition de ce qui était émis. C'était de l'eau.
et aussi des molécules organiques. Donc sur Encelade, on a coexistence aussi d'eau et de matière organique. Alors bon, de là à imaginer qu'il y ait des poissons dans ces poches d'eau, faut être optimiste. Il fait très froid au niveau de l'énergie et de l'évolution chimique, c'est sans doute pas très favorable. Mais bon, c'est un autre environnement intéressant du système solaire et auquel on ne s'attendait pas du tout. Voilà, je passe sur Uranus et Neptune et les autres planètes du système solaire pour un peu faire l'ouverture vers les conférences qui vont suivre dans les semaines qui viennent. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'est on a un modèle de comment ça s'est passé sur la Terre et on peut essayer de tester ce modèle sur Mars. Et encore, comme je vous dis, si on ne détecte rien, ça ne voudra pas dire que ça ne marche jamais. Il suffirait même que ça marche une fois sur 1 million pour que la vie grouille dans l'univers. Donc on a une statistique assez limitée dans le système solaire. Et on a des cas un peu atypiques comme Europe, comme Encelade. Par contre, ce qui est nouveau depuis 1995, c'est qu'on détecte des planètes autour d'autres étoiles. J'ai été sur le site qui recense ces exoplanètes ce matin. On en a 492. Donc 1995, il y en avait une. Là, on en est à 492. Et ce qui est intéressant, c'est les outils de détection maintenant sont de plus en plus sensibles et permettent de détecter des planètes de plus en plus petites et qui s'approchent de plus en plus à des planètes semblables à la Terre. C'est pour ça qu'on parle dans ce cycle de conférence de la recherche d'une nouvelle Terre. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire une nouvelle Terre? Alors ça, c'est l'exemple le plus récent. Donc ça date d'il y a à peine 2 semaines. Gliss 581. Alors, qu'est-ce que c'est Gliss 581? C'est le nom de l'étoile ici. Alors, c'est une étoile qui est plus petite que le Soleil, plus froide que le Soleil. Dans le système solaire, ici, qui est représenté ici, vous avez notre Soleil ici, et vous retrouvez ici Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et Jupiter plus loin. La bande bleue, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. C'est une zone qui, en prenant juste des considérations énergétiques de distance à l'étoile, permet des conditions de température compatibles avec la présence de liquide. Si on est beaucoup trop près, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, il fera toujours trop chaud pour qu'il y ait de liquide. Si on est beaucoup trop loin, vous aurez toujours de la glace, sauf cas atypique, comme je vous ai expliqué, Europe est en dehors de la zone habitable. Mais là, l'eau liquide n'est pas en surface. Elle est en dessous et il y a d'autres sources d'énergie que l'étoile pour la maintenir à l'état liquide. Donc, dans le système solaire, dans la zone habitable, on a la Terre et on a Mars. Autour de Gliss 581, on a détecté 1, 2, 3, 4, 5, 6 planètes. Les 2 dernières qui ont été détectées, c'est la G et la F. La D avait déjà été détectée il y a un peu plus d'1 an. Alors si on regarde ces 2 planètes qui sont dans la zone habitable, alors la D, elle est à la limite, donc suivant, il y a un peu des querelles de découvreurs, parce qu'il y a un peu la course à trouver la première planète dans la zone habitable. Donc chacun veut planter son drapeau en premier. Donc ça dépend, les limites de cette zone habitable dépendent de calculs qu'on fait sur la composition de l'atmosphère, sur les effets de serre, le fait que la planète soit bloquée et ne tourne pas sur elle-même, mais présente toujours la même face à son étoile. Donc ça, c'est des choses qui dépendent d'hypothèses et on n'a pas de mesures qui permettent d'attester ça concernant ces planètes. Donc c'est ouvert. Mais en tout cas, si vous voyez ces planètes G et D, donc G, elle fait 3 fois la masse de la Terre, D, elle est un peu plus grande, elle fait 7 fois la masse de la Terre. Ce sont des planètes qui sont dans la zone habitable et donc voilà, on est capable de détecter maintenant avec les outils actuels des objets qui sont comparables à la Terre. Alors on pourrait se dire oui, mais on est à plusieurs années-lumière. On ne va pas envoyer un petit rover de la NASA ou de l'ESA explorer ces planètes. Ça ne sert à rien. Alors, ça sert à beaucoup de choses. Ça nous permet de comprendre, en voyant la diversité des systèmes planétaires qui sont détectés, ça nous permet de comprendre comment notre système s'est formé. Est-ce que c'est un cas particulier ou pas? Là, on se rend compte que des systèmes avec plusieurs planètes de type terrestre, dont certaines dans la zone habitable, ce n'est pas un cas particulier, ça existe. Pour l'instant, il y en a un, c'est un cas emblématique, mais il suffit d'attendre, et à mon avis, on en aura de plus en plus dans les années qui viennent. Et il ne suffit pas d'y aller pour avoir des informations, il suffit de regarder aussi. Ce que vous voyez ici,
c'est la dernière partie un petit peu technique peut-être de mon exposé, c'est quand on regarde la Terre depuis l'espace, pas avec nos yeux, là voilà ce qu'on voit avec nos yeux, voilà ce qu'on voit dans un domaine de longueur d'onde qui s'appelle l'infrarouge. Alors on fait un spectre. Et quand on regarde la Terre en infrarouge, avec un instrument, avec un télescope, on voit qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère. Ici, là, ces petites bandes ici, c'est de l'eau. Cette grosse bande ici qui fait ça, c'est du CO2. On voit qu'il y a de l'ozone. On voit qu'il y a du méthane. Et à nouveau ici, il y a des bandes qui correspondent à la vapeur d'eau. Ce type de spectre, dans les années qui viennent, alors ce sont des projets de télescopes, mais on cherche à développer des télescopes qui seront capables, depuis l'orbite terrestre, d'analyser la composition de l'atmosphère de ces exoplanètes. Et ça, il n'y a pas besoin d'y aller, c'est la lumière qui vient jusqu'à nous. Il suffit juste d'analyser la lumière. Et si on compare l'atmosphère de la Terre et l'atmosphère de Mars, regardez les grosses différences. Sur Mars, vous voyez un petit peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère, on voit surtout du CO2, et la grosse différence entre Mars et la Terre, c'est ici, c'est au niveau de la présence d'ozone. Et je vous ai dit, quand je vous ai montré au début la photo de la Terre, la composition de l'atmosphère de la Terre a été fortement influencée par l'activité biologique. Il y a de l'oxygène sur Terre, parce qu'il y a de la vie. L'oxygène est une molécule qui est très difficile à voir en infrarouge. Par contre, un chimiste peut vous dire que s'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, le rayonnement de l'étoile va couper certaines de ces molécules d'oxygène, O2, pour faire 2 atomes de O, et un des atomes de O peut réagir avec une molécule d'O2 pour faire O3, l'ozone. S'il y a de l'ozone, s'il y a de la couche d'ozone dont on entend tous régulièrement parler, s'il y a de la couche d'ozone dans l'atmosphère terrestre, c'est parce qu'il y a de l'oxygène. Et s'il y a de l'oxygène en abondance sur Terre, c'est parce qu'il y a de la vie. Donc, analyser l'atmosphère des exoplanètes, ça peut nous conduire à avoir des compositions et nous dire certaines compositions sont compatibles avec la présence de la vie. Certaines compositions ne s'expliquent que parce qu'il y a de la vie, ou voilà, elle a une composition standard, il n'y a aucun indice de vie, mais aucun indice de vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie. Parce que, par exemple, sur Terre, pendant des centaines de millions d'années, il n'y a pas eu d'oxygène dans l'atmosphère, donc il n'y a pas eu d'ozone, alors qu'il y a eu de la vie, alors qu'il y avait de la vie. Donc voilà, on commence à avoir des techniques qui vont nous permettre de faire un petit peu de statistiques. Alors avoir une certitude, ça serait une question de chimiste. Ah, on a un spectre d'atmosphère d'exoplanètes, il est vraiment bizarre. Est-ce que ça peut s'expliquer autrement que par la présence de la vie? Voilà les questions auxquelles on va être amené à répondre dans les dizaines d'années qui viennent. Voilà. Alors pour conclure, parce que j'aime bien conclure sur une note un peu plus légère, c'est répondre à la question à quoi peut ressembler un extraterrestre. On pose souvent cette question, s'il y a de la vie ailleurs, à quoi est-ce qu'ils peuvent ressembler? Alors, en général, je me montre cette photo. Cette bestiole, elle a une bonne tête d'extraterrestre. Je pense que si vous voyez ça dans un film de science-fiction pour faire un extraterrestre, vous ne seriez pas choqué. Cette photo, je l'ai prise il y a quelques années, ici, à la Cité des Sciences, lors d'une exposition qui était consacrée justement à la possibilité que la vie ait pu apparaître ailleurs. Et en fait, cette grosse bestiole qui a une bonne tête d'extraterrestre, c'est un organisme terrestre. Voilà, déjà, donc, si on regarde la diversité du vivant sur Terre, il y a une telle morphologie, si vous regardez les insectes, si vous regardez les poissons, voilà, vous avez toutes les têtes d'extraterrestres que vous pouvez imaginer. Donc, chercher à imaginer des têtes d'extraterrestres, ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'il pourrait avoir n'importe quelle apparence. Deuxième chose, c'est qu'on ne trouvera pas forcément des petits hommes verts, puisque plus de 90% de la diversité du vivant sur Terre existe sous forme de bactéries. Et un microbiologiste vous dira qu'on n'est pas plus évolué qu'une bactérie. Alors c'est vrai, on pense, on vient à la Cité des Sciences, on fait des conférences, on discute, mais une bactérie actuelle a plus de 3 milliards d'années d'évolution derrière elle, tout comme nous. Et on est peut-être plus intelligent dans notre définition du terme, mais voilà. Qu'est-ce qui fait que la vie apparaisse
c'est une question, qu'elle évolue vers des organismes pluricellulaires, c'en est une autre, que ces organismes pluricellulaires développent une technologie, une intelligence, c'est encore une autre étape. Et cette image aussi que j'aime beaucoup, c'est voilà, on peut avoir aussi des micro-extraterrestres. Ça, ce que vous voyez, c'est un tardigrade. C'est un organisme microscopique, il y en a sans doute là dans le tapis, quelque part. J'espère que ça ne vous donnera pas de cauchemar, mais ce sont des photos qui sont prises quotidiennement dans les laboratoires, les gens qui étudient ce type de petites bestioles, qui est assez... qui sont étonnants. Voilà. Donc, à quoi peuvent ressembler les extraterrestres ? On verra peut-être des petites bactéries vertes, des micro-extraterrestres. Ça ne sera peut-être pas E.T. dans le sens qu'on a, dans la projection qu'on a de par les films et la littérature de science-fiction. Dernière image. On n'est pas sûr qu'ils existent. Hein, je vous ai dit, hein, il n'y a rien. On a beaucoup avancé en chimie. On a établi des scénarios maintenant qui demandent qu'à être testés sur d'autres planètes en laboratoire. On n'est pas sûr qu'ils existent, mais on leur a envoyé quand même une carte postale. Vous la voyez ici, on leur a envoyé 2 cartes postales, puisque cette plaque a été déposée sur les sondes Pioneer 10 et 11 au début des années 70, des sondes de la NASA qui ont quitté le système solaire. Alors voilà, c'est facile, hein. Ici vous voyez un homme, une femme. Alors, il y a toute une polémique, les puritains qui disaient oh là là, ils sont tout nus, pourquoi ce sont des yuppies californiens bien portants, c'est pas représentatif de la population humaine. Mais bon, ça a été l'image qui a été choisie pour donner une bonne image de nous, entre guillemets. Ici vous avez la sonde qui est représentée, stylisée pour leur donner un peu une idée de la taille qu'on fait. Ici, vous avez le système solaire, avec le Soleil, les planètes. Alors ici, il y a encore Pluton. Si Pluton maintenant est plus considéré comme une planète, si on renvoyait la plaque à l'heure actuelle, on enlèverait Pluton. Et ici, alors ça j'aime beaucoup ce schéma, c'est un genre de code secret, un Da Vinci Code pour les extraterrestres. Puisque ici, si vous êtes capable de décrypter ce code, en regardant ces traits, les petits traits là qui barrent ces grandes lignes, vous êtes capable de trouver la position du Soleil dans la galaxie. Voilà. Et donc, il faut être assez doué. Donc, mais là, ce qui est intéressant, c'est la question, les gens s'étaient posé des questions, quel va être un langage qui va être compris par une éventuelle intelligence extraterrestre. Et la clé de ce code secret est là. Alors, c'est des gens comme Carl Sagan, qui était un scientifique américain qui avait beaucoup contribué à cette plaque, c'était creuser les méninges, et ils se sont dit, qu'est-ce qui est le plus abondant dans l'univers ? Qu'est-ce qui pourrait être le langage universel ? Et donc, je vous ai dit, l'eau, c'est la 2e molécule la plus abondante, après l'hydrogène moléculaire, après H2. Et ce que vous voyez ici, c'est un atome d'hydrogène lié à un autre atome d'hydrogène, et c'est H2. Et cette molécule d'hydrogène, que vous soyez sur Terre, à l'autre bout de la galaxie ou même à l'autre bout d'une autre galaxie, elle va vibrer toujours suivant des fréquences qui sont spécifiques à cette molécule et de la même manière partout. Et en fait, cette fréquence de vibration est la clé qui permet de décrypter ce code et de localiser le Soleil dans la galaxie. Voilà. Alors, bon, on était en pleine guerre froide à l'époque, et donc il y avait bien sûr des polémiques, parce qu'il y a certains militaires qui trouvaient que c'était dangereux d'envoyer la localisation de la Terre et du Soleil à des extraterrestres, surtout peut-être à l'époque, des fois qui seraient communistes et qui voudraient envahir les États-Unis. Mais voilà, bon, c'était un peu pour finir sur une note un peu plus légère, mais ce sont des questions qu'il est légitime de se poser et qui nous renseigne aussi. Je pense que cette plaque, elle nous dit aussi beaucoup de choses sur nous, pourquoi est-ce qu'on a choisi ça, et nous informe beaucoup sur l'espèce humaine, pas sur la vie, sur la Terre, et bon, elle sera peut-être un jour récupérée par une autre espèce. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie pour votre attention, et je suis ici pour répondre à toutes les questions que vous auriez.
Une question, oui. Oui, bonsoir à vous tous. Vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Alors d'abord, monsieur, merci, merci, merci. Parce que je crois que c'est tellement compliqué. Vous l'avez synthétisé, bravo. Ça ne veut pas dire que j'ai compris. Merci. Non, mais c'est vrai, parce que vous avez fait formidable. Vous êtes très pédagogique. Merci. J'ai déjà une question extrêmement, extrêmement simple, parce que moi, je suis une femme, et puis bon, je ne suis pas du tout une spécialiste, hein, loin de là. Je trouve formidable cette plaque que vous avez laissée, mais je n'ai pas compris où elle avait été laissée. Alors, elle a été laissée... Alors, Pioneer 10 et Pioneer 11, ce sont des sondes spatiales qui ont été envoyées dans l'espace, qui ont, en fait, voilà, qui ont fait un peu ce trajet-là. Elle est partie de la Terre, elle est passée à côté de Mars, de Jupiter, et puis elle a dévié là, avant Saturne, et elle a quitté le système solaire. Donc, ça a été envoyé dans l'espace un peu comme on jette une bouteille à la mer. Ah, on ne sait pas où elle atterrira. Ou si elle atterrit un jour. On sait où elle est. On sait où elle est, mais elle est dans l'espace, et d'ici à ce qu'elle rencontre un autre système, il y a des... Je ne saurais pas chiffrer. L'idée, c'est plus un symbole, et puis se dire... C'est très très joli, je trouve. Oui, c'est un peu poétique. C'est très joli, parce que si vous voulez... Cette image. Si vous, les grands experts, vous laissez un espèce de signe, c'est quelque part... Vous y croyez? Ah bah. Enfin, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez fait cette démarche, les grands experts, c'est qu'il y a une belle ouverture. Alors, ma deuxième question, elle est aussi basique que cette première. Parce que moi, je suis plus intéressée par la matière vivante, ok, mais la matière vivante sophistiquée qu'est l'être humain. Nous, l'être humain, nous envoyons des sondes, des tas de choses, etc. partout. Mais on pourrait imaginer que s'il y avait aussi une espèce d'intelligence sophistiquée, je ne sais pas sous quelle forme de matière, il nous envoie aussi des choses pour comprendre. Alors, est-ce que vous, un grand expert, on a déjà vu autour de la Terre des espèces de petites choses que nous appelons des satellites, des machins, des trucs, qui nous survolent? Parce qu'on dit toujours, ben non, c'est de la connerie, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela, mais pourquoi pas? Alors, vous évoquez... Basique. Oui, alors vous évoquez ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Alors Fermi, c'était un physicien qui, un jour, justement, discutait avec ses collègues de la possibilité d'une vie extraterrestre, et il est arrivé à ce paradoxe de se dire, bon ben, voilà, il y a probablement d'autres planètes. Si la vie est répandue dans l'univers, et même comme je le disais tout à l'heure, si ça marche une fois sur 1 million quand on a une planète habitable, il y a des milliards de planètes, donc la vie devrait grouiller dans l'univers. Et alors où sont-ils? Puisque sur les échelles de temps, donc l'univers a un peu plus de 13 milliards d'années, notre système solaire en a 4,5. Notre civilisation, en fait, elle a mis entre le moment où on est sorti des cavernes et le moment où on se met à envoyer des satellites et à regarder la télé, c'est une goutte d'eau sur des échelles de temps. Donc, si la vie est banale, si l'évolution vers des espèces intelligentes qui développent une technologie est aussi banale, ça devrait grouiller partout. Voilà, donc ça c'est l'énoncé de ce paradoxe. Et c'est vrai que, oui, effectivement, il devrait être partout. Alors il y a plusieurs, et finalement, non. Enfin, je réponds à votre question, il n'y a rien d'avéré qui laisserait témoigner qu'il y aurait des visites d'extraterrestres. Alors il y a des choses qu'on ne comprend pas. Oui, non, mais on n'a jamais rien trouvé qui soit des sondes extraterrestres. Il y a des gens qui prétendent avoir vu des objets volants non identifiés, mais c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que ça veut dire que c'est un extraterrestre. Donc, bon, il y a des gens qui s'intéressent à ces choses-là. Il n'y a rien de sûr, parce que si on veut, en plus, pour répondre à cette question, savoir que la vie est
et apparu ailleurs. Je ne pense pas qu'on puisse se contenter de témoignages et de choses qui ne soient pas sûres. On a besoin de concret, et en science, on a besoin de choses répétables. Et pour l'instant, il n'y a rien de reproductible qui nous permette de dire qu'il y a des extraterrestres. Non. Il y a des choses, si vous allez sur Internet et que vous tapez OVNI, vous allez trouver des tonnes de sites avec des gens qui sont sûrs. Moi, je pense qu'il n'y a rien de sûr, il n'y a rien qui permet de conclure qu'effectivement, ce soit des extraterrestres. Et reste ce paradoxe de Fermi qui est très intéressant. Pourquoi ? Alors, est-ce que ça veut dire que la vie apparaît, mais une vie intelligente ne s'est jamais développée ? Est-ce que ça veut dire que... alors, il y a des gens qui disent on est dans un zoo. Ils nous ont repérés, mais en fait, ils nous laissent nous développer tranquillement. Bon, on peut imaginer ça, mais rien permet de dire oui ou non. Et une autre possibilité, c'est que voyager comme ça dans l'espace sur des longues distances rapidement, c'est pas facile. Voilà, il y a peut-être aussi juste un obstacle technique, ou peut-être le fait que nous, qu'on soit intéressés qu'il y ait de la vie ailleurs, ça intéresse pas les autres. Bon, il y a plein de manières. Il n'y a pas d'approche scientifique pour répondre, en tout cas pour l'instant. Vous n'avez pas donné évidemment une définition de la vie, mais vous avez donné ce qui pourrait s'appeler une caractéristique essentielle, à savoir la réplication à plus ou moins à l'identique. Est-ce que, en dehors de cette caractéristique, est-ce que l'homéostasie, qui est finalement qui est une adaptation en quelque sorte, c'est-à-dire est-ce que l'homéostasie, qui est une adaptation, n'est pas également une caractéristique essentielle ? Parce qu'on ne voit pas un caillou qui essaye de rester identique par lui-même. Bon, je vais essayer de répondre à votre question. En reprenant les cailloux, il y a les cristaux. Vous me direz si je réponds à votre question après. Des cristaux, par exemple un cristal de MgF2, NaCl, vont être des structures qui vont se répliquer. Parce que vous avez une base cristalline et qui va se reproduire. Les atomes viennent s'agencer au bon endroit et vous allez reproduire. Et il se trouve que dans certains cristaux, parfois il y a des défauts qui sont incrustés dans la matrice, un peu par hasard, et ces défauts vont être reproduits. Et donc il y a certaines personnes qui se disent « Ah, voilà, on a une structure qui se réplique, qui commet des erreurs. » Et c'est en ça que tout à l'heure, je parlais d'information, et je disais que dans information, il y avait la notion de complexité. C'est-à-dire qu'il fallait que dans cette structure qui se réplique et qui commette des erreurs, il y ait quand même quelque chose qui soit compliqué. Alors après, c'est difficile. Il y a des gens qui sont spécialistes justement de cette notion d'information. Qu'est-ce que c'est que l'information ? Parfois, ils participent à des colloques d'exobiologie, mais là, on rentre dans un domaine que je maîtrise pas trop. Mais est-ce que ça répond à votre question ou... C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler, je pense, d'adaptation d'un cristal. Oui. Alors, est-ce que l'adaptation... Oui, alors, qu'est-ce que l'adaptation, d'une certaine manière, c'est un résultat de l'évolution aussi. C'est-à-dire que les espèces, une espèce va s'adapter à un environnement. C'est pas l'histoire de. C'est pas parce que la girafe a tendu son cou beaucoup pour atteindre les feuilles qui sont en haut d'un arbre que ça a tiré. Mais c'est qu'en fait, par succession de hasards, il s'est trouvé qu'il y ait des espèces avec un cou plus long qui ont été favorisés parce qu'ils pouvaient... mais il n'y a pas une volonté d'adaptation dans le vivant non plus. Donc à ce stade-là, non. Je pense, moi j'aime bien cette définition. Certains ne mettraient pas celle-là. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où on a cette espèce de grosse structure un peu compliquée et qui de temps en temps commet des erreurs, par simple jeu d'évolution tel que Darwin l'a décrite, mais au niveau de la molécule... on a une molécule, imaginez une molécule, et puis elle se réplique, et tout d'un coup, elle fait une erreur. La nouvelle molécule, si ça se trouve, elle va être dans un environnement donné, conditions de température, et va se répliquer plus vite, par simple cinétique chimique.
donc elle va être sélectionnée et va prendre le pas sur la première. Donc on dira que cette molécule est plus adaptée à l'environnement, mais il n'y a pas de volonté de la molécule de s'adapter à son environnement. Mais en fait, oui. Dans le mot adaptation, il y a le fait que on fait appel à un extérieur, à l'individu, disons, ce caillou ou autre chose. Il y a un extérieur et il y a une modification de ce quelque chose qui tend à être identique malgré les modifications extérieures. C'est ça l'adaptation. Mais oui, mais je sais pas. Moi, je le mettrais pas dans la définition. C'est peut-être mieux après d'avoir des systèmes qui fonctionnent comme ça, mais je le mettrais pas dans le prérequis de départ. C'est-à-dire peut-être qu'un système qui acquiert cette propriété par hasard va être favorisé par rapport à d'autres systèmes, mais ça n'empêchera pas qu'on puisse considérer que ce qui était avant soit vivant. Bien, mais je crois qu'on peut remercier chaleureusement Hervé Cotin. Et donc, non, on va arrêter là. Parce je que vais ça a été rester assez long. ici si vous avez des questions Voilà. pour... Et puis... Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois avec un chasseur d'exoplanètes, donc Christophe Lovis, et qui, en plus, pourra vous parler de sa récente découverte qu'il a annoncée fin août, donc d'un système planétaire avec 7 planètes. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir.